Rentrons dans le sujet maintenant, si vous le voulez bien, avec Alice Colset. Alice Colset est doctorante au sein du Centre international sur l'environnement et le développement. C'est un laboratoire qui dépend de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et dans le cadre de sa thèse, elle cherche à comprendre les déterminants de l'artificialisation des sols, ce qui artificialise, et tout spécialement dans les zones d'activité, pour une définition du concept d'artificialisation, même si nous y reviendrons, et pour nous en décrire aussi les enjeux et la dynamique. Eh bien, madame, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour ouvrir cette journée. Je voulais juste demander s'il y a un petit pointeur. Oui, parfait. Donc, difficile tâche d'ouvrir sur un sujet aussi large. Je vais essayer de balayer rapidement, en une vingtaine de minutes, les grands enjeux liés à l'artificialisation des sols, les évolutions juridiques, politiques récentes sur ce sujet, et évidemment le lien avec le foncier économique qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Tout d'abord, rappelons rapidement ce que c'est que l'artificialisation, parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent ces dernières années. Donc l'artificialisation, c'est la transformation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers en d'autres usages. C'est en fait les espaces artificialisés, c'est un peu une catégorie fourre-tout dans laquelle on met l'habitat, les activités, mais aussi des espaces verts urbains et les friches, les infrastructures de transport. Ce sont des espaces très diversifiés qui ont des impacts sur l'environnement très différents. Mais l'artificialisation reste une des principales pressions sur la biodiversité d'abord, et puis aussi sur le climat, puisque l'agencement des villes a évidemment des effets importants sur les émissions de gaz à effet de serre. Et je fais ici le lien avec d'autres concepts qu'il faut distinguer de l'artificialisation, donc l'imperméabilisation d'une part, le fait de bétonner en fait, ou de revêtir le sol, qui concerne une partie des espaces artificialisés, et l'anthropisation d'autre part, qui concerne en fait tous les types d'espaces artificialisés ou non. C'est l'effet de l'action humaine sur les espaces agricoles, les espaces forestiers aussi. Et donc l'artificialisation, qu'on suit par différentes bases de données en fait au niveau national, elle augmente rapidement depuis longtemps, en fait depuis les années 50. Avec un léger ralentissement depuis à peu près 2008-2009 du rythme d'artificialisation. Donc ça c'est assez encourageant, mais c'est pas une évolution qui est encore à la hauteur des enjeux, on va dire. Ici vous voyez que donc l'artificialisation est en baissant en 2006, et on voit qu'elle augmente plus rapidement à la fois que la population et que la production économique, en fait, mesurée traditionnellement par le PIB. Donc en fait on consomme l'espace beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait faire, étant donné la demande démographique et économique qui sous-tend cette artificialisation. Avec évidemment des disparités territoriales très fortes. Alors ça, ce sont des données récentes publiées par le CEREMA, qui fait depuis plusieurs années un travail important d'analyse des fichiers fonciers pour produire des données fiables sur l'artificialisation au niveau communal. Donc merci beaucoup au CEREMA de faire ce travail, parce que c'est assez énorme. Et qui sont maintenant en ligne sur le site qui est en dessous, que je vous incite à aller voir, parce que c'est vraiment une mine d'informations sur ces dynamiques territoriales. Et on voit donc qu'il y a, donc ici en fait plus c'est rouge, plus l'artificialisation a été intense dans les dernières années. Et on voit qu'il y a une pression particulièrement forte tout le long du littoral et sur le pourtour méditerranéen aussi, et en périphérie de toutes les grandes agglomérations. Mais on voit aussi des espaces plutôt ruraux qui consomment de l'espace particulièrement rapidement au vu de leur dynamisme aussi. Donc c'est vraiment une problématique généralisée dans plus de la moitié des départements. L'artificialisation est plus de 4 fois plus rapide que l'augmentation de la population. Donc c'est vraiment souvent totalement déconnecté des besoins réels en fait. Ça c'est un autre aspect sur les différences régionales, mais je pense pas que ce soit très lisible, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Pourquoi en fait on artificialise autant
par rapport à nos besoins, parce qu'on a une utilisation de l'espace qui est généralement peu économe, encore aujourd'hui, même si on fait beaucoup d'efforts pour essayer de changer les choses. Et donc ici, on voit d'une part que, dans le graphique en dessous, que la part du mitage dans la consommation d'espace, c'est-à-dire en fait le développement typiquement de maisons individuelles qui sont déconnectées du tissu urbain existant, ça représente une bonne partie de l'artificialisation aujourd'hui. Et ça, c'est problématique parce que c'est la forme de développement urbain qui a le plus d'impact sur l'environnement de manière générale. Et sur le graphique de haut, vous voyez également que quand on regarde l'augmentation de la production du nombre de logements par an, dans les dernières années, il y a une part de plus en plus importante qui s'explique par l'augmentation du nombre de logements vacants. On a une augmentation continue de la vacance de logements dans les dernières années. Et on a aussi une augmentation de la vacance commerciale et de la vacance dans les locaux d'activité. Donc ça, c'est une problématique générale, là encore. Les zones d'activité, elles ne sont pas en reste dans cette problématique d'artificialisation, puisqu'en fait, on estime que c'est à peu près un quart à un tiers, selon les territoires, de la consommation d'espace. En fait, quand on parle d'artificialisation, on parle beaucoup des besoins en logement, mais on ne parle pas beaucoup des zones d'activité, souvent. Alors que pourtant dans beaucoup de territoires, notamment les territoires logistiques, c'est des fois la première source d'artificialisation. Voilà, les données les plus récentes, elles confirment aussi cette tendance entre un quart et un tiers selon les territoires de l'artificialisation qui est due aux zones d'activité. Et on en a créé quand même entre 24 000 et 32 000 depuis le début du développement des zones d'activité dans les années 60-70. Et un bon nombre de ces zones d'activité aujourd'hui, elles sont en risque d'obsolescence et elles sont très fortement dégradées. Donc, voilà, grande problématique. Un exemple que j'ai étudié, c'est le cas de l'Île-de-France. Donc, j'ai regardé les données de progression de l'artificialisation sur les dernières années, parce qu'il y a des données assez détaillées sur l'usage des sols en Île-de-France. Et on voit qu'en fait, les zones d'activité, c'est à peu près 15% de la consommation d'espace sur les années, donc c'est entre 1999 et 2012. Mais en réalité, si on regarde tous les aménagements annexes, c'est-à-dire les parkings, tout ce qui est les espaces verts qui bordent les infrastructures de transport et les zones d'activité, et puis les dessertes en transport, on arrive à quasiment un quart, là aussi, de la consommation d'espace. Pourquoi ces zones d'activité consomment autant d'espace ? Alors, en faisant une revue de la littérature, en fait, de beaucoup de productions justement de collectivités locales, d'établissements publics fonciers aussi, qui se sont intéressés à ce sujet de l'efficacité, en fait, de l'utilisation de l'espace dans les zones d'activité, on se rend compte qu'elles sont globalement très étalées, en fait. Donc il y a une densité en emploi qui est plutôt faible en moyenne dans ces espaces par rapport aux zones au centre urbain typiquement, qui varie selon le type d'activité. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait un tel essor de la logistique, notamment, ça joue pas en faveur de l'efficacité des zones d'activité, puisque la logistique a relativement peu d'emplois à l'hectare par rapport à d'autres activités. Et au niveau de l'aménagement de ces zones, on a souvent, ça évolue quand même, mais moi j'en vois encore qui sont en projet et qui sont toujours sur ce modèle-là. On fait des boîtes à chaussures en fait au milieu de parcelles, avec beaucoup d'espaces inutilisés autour, beaucoup d'espaces libres, qui sont soit des espaces prévus pour des manœuvres, pour des parkings, mais qui sont parfois surdimensionnés, soit des espaces verts, mais qui ne sont pas forcément gérés d'un point de vue très écologique, soit des réserves foncières, ou des espaces qui sont laissés en friche ou à l'abandon. Donc voilà, en moyenne, les bâtiments ne prennent qu'un quart à un tiers des parcelles sur les zones d'activité, en fait. Voilà. Avec des problématiques de vacances aussi qui s'accentuent. En fait, ce qu'on observe malheureusement dans beaucoup de communes, c'est qu'on construit de nouvelles zones d'activité alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de tomber en déshérence et que malheureusement, on ne requalifie pas suffisamment et qu'on préfère construire de nouvelles zones d'activité. Alors face à ces évolutions de l'artificialisation, il y a quand même une réaction politique depuis quelques années qui a commencé il y a quand même assez longtemps déjà avec la réflexion sur les aires protégées, sur la mise en place de dispositifs pour protéger les zones agricoles
et puis la loi littorale et la loi montagne dans les années 80. En fait, c'était une approche de protection d'espaces à enjeu, de donner des outils en fait aux collectivités pour protéger des espaces à enjeu, mais ce n'était pas du tout une logique globale d'économie d'espace. Ça, c'est arrivé plus tard, et ça s'est renforcé notamment avec le Grenelle de l'environnement, avec une volonté d'écologiser les documents d'urbanisme et de passer d'une logique aménagiste du territoire en fait, à une logique de sobriété, d'économie d'espace, en demandant à chaque collectivité, à chaque document d'urbanisme d'intégrer cette préoccupation. Et ça s'est encore renforcé récemment avec l'idée que non seulement il faut essayer d'équilibrer en fait, typiquement développement économique et économie d'espace, mais aujourd'hui on est même dans une logique où on voudrait diminuer cette consommation d'espace jusqu'à atteindre un zéro artificialisation nette, à un horizon qui n'est pour l'instant pas défini. Mais en fait, jusqu'ici, cet équilibre entre développement économique et protection de l'environnement, on admettait qu'en fait, on allait continuer à consommer de l'espace de manière quasi indéfinie, et on considérait que c'était équilibré. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée qu'un jour, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir qu'on conserve un stock d'espaces naturels, agricoles et forestiers fixe, parce qu'on en a besoin en fait pour beaucoup de raisons. Et ça, c'est vraiment une rupture avec la logique actuelle, et ça pose de nombreuses questions. On a vu les réactions à cet objectif dans les questions qu'on se pose. Est-ce que c'est atteignable, et surtout, comment on y arrive en fait? Donc c'est un objectif de rupture. Alors là, j'ai remis un graphique très synthétique que j'avais fait pour rappeler les principaux déterminants de la consommation d'espace. Alors c'est très simplifié parce que c'est issu d'une grosse revue de littérature de à peu près 200 articles scientifiques. Donc vous doutez bien que c'est assez schématique par rapport à la réalité de la masse d'informations qui existe à ce sujet. Mais les principaux déterminants sont là. Et en fait, ce que je voulais souligner quand on regarde ces différents déterminants, c'est l'importance des politiques publiques qui sont omniprésentes en fait dans les dynamiques de développement économique, de développement foncier, et qui interviennent à tous les niveaux, à la fois par une action structurante qui va définir aussi les anticipations des acteurs, par la régulation, par les documents d'urbanisme, par le contrôle aussi des différents projets par les services de l'État, et puis par tout un système d'incitation fiscale, taxes, subventions, etc. Donc en fait, ça a des effets à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on est dans un système qui continue de favoriser majoritairement l'artificialisation. Parce qu'on a des fortes incitations économiques à artificialiser, je vais revenir dessus. Parce qu'on a des documents d'urbanisme qui certes doivent permettre d'économiser l'espace, mais qui doivent permettre beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire que les documents d'urbanisme, en fait, c'est censé organiser tout et faire des compromis entre différents enjeux. Et donc, ce sont des documents qui sont soumis à énormément de pression dans des directions différentes aussi. Ils sont soumis à du lobbying de différents acteurs, que ce soit des propriétaires fonciers, des développeurs, des associations environnementales, et puis évidemment la volonté de la population aussi. Donc, on a un système fiscal qui est globalement favorable à l'artificialisation. Là-dessus, je ne vais pas développer, mais je vous renvoie aux travaux de Guillaume Saint-Denis qui a vu ce sujet en long, en large et en travers. Donc voilà, si vous voulez avoir des informations là-dessus, c'est à lui qu'il faut demander. Et on applique la séquence éviter, réduire, compenser. Aujourd'hui, donc cette réglementation qui devrait s'appliquer à tous les projets, on l'applique de manière très partielle et assez peu satisfaisante. Et ça, je laisserai les autres intervenants en parler plus tard. Ça, je vais passer dessus parce que je n'ai pas assez de temps. Hop. Je voulais revenir sur les deux freins majeurs donc, que j'ai mentionnés précédemment. Le fait qu'on a de fortes incitations économiques à artificialiser et la question de la compétition territoriale que je vais développer après. Et après, j'aurai fini. Donc un premier frein majeur, c'est qu'en fait, concrètement, la plupart du temps, ça coûte plus cher à court terme de requalifier et de faire du renouvellement urbain et de se développer en continuité du tissu urbain par rapport au modèle classique, on va dire, on fait une zone d'activité sur d'anciennes terres agricoles, qui reste un modèle qui continue à exister aujourd'hui. Donc quand on regarde les avantages qu'on retire en suivant ce modèle classique de zone d'activité sur des terrains agricoles, on voit qu'il y en a énormément. Parce que ce sont des zones où le foncier est moins cher.
où on peut du coup s'étaler davantage, parce que construire plus dense, ça coûte plus cher aussi au mètre carré. Plus on monte en étage, plus les coûts de construction augmentent. Ce sont des espaces où on peut se constituer des réserves foncières, où l'accessibilité routière est souvent très bonne, où il y a peu de contraintes de voisinage par rapport aux zones urbaines, et où la qualité géotechnique des sols est plutôt bonne, généralement, sur les terres agricoles par rapport à des travaux en renouvellement urbain. Finalement, les seuls inconvénients qu'on rencontre à ce modèle, c'est l'accessibilité en transport en commun, parce que souvent c'est plus accessible en voiture, qui pose des problèmes de recrutement parfois. La question de la qualité de vie aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de ces zones d'activité, elles sont très moches. Je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Et surtout, c'est ce que disait le dernier intervenant tout à l'heure, c'est on aura des coûts à long terme en fait. Le développement urbain étalé, il a des coûts à long terme, mais à court terme, c'est souvent beaucoup plus intéressant de faire de l'étalement que de la densification. Ça, je voulais le rappeler parce qu'on en entend assez peu parler en fait dans les stratégies nationales, par exemple. C'est-à-dire qu'on oublie cette question des coûts et la question de qui devra les porter aussi. En fait, actuellement, les opérations de densification, de requalification de zones d'activité, elles sont fortement subventionnées par le public. Elles sont portées par des acteurs volontaires comme les EPF, mais elles sont très peu mises en œuvre uniquement par le privé, par exemple. Et le dernier frein sur lequel je voulais insister, c'est la question de la compétition territoriale. Donc là, j'ai pris une représentation très schématique où on imagine qu'on a deux collectivités voisines qui ont chacune le choix soit de faire un développement étalé, soit de densifier. Et comme je disais, la densification, ça coûte un peu cher à court terme. Ça demande des investissements un peu plus lourds de dépollution, de démolition parfois, etc., etc. Ça a plus de contraintes, mais ça apporte des bénéfices à long terme. Sauf que ça apporte des bénéfices à long terme à condition que tout le monde s'y mette, en fait. Et quand vous regardez le cas du milieu, si on imagine qu'il y a une collectivité qui choisit de s'étaler et l'autre qui choisit de densifier, bah celle qui densifie, elle fait des efforts, mais elle n'en retire pas la totalité des bénéfices, puisque l'autre va lui piquer des activités, de la population, etc., en utilisant le foncier comme levier d'attractivité. Et du coup, bah voilà, surtout dans un système comme le système français, où on a des collectivités nombreuses et d'assez petite taille, les incitations à densifier, bah c'est difficile en fait à mettre en place parce qu'il y a cette pression de la concurrence territoriale qui existe et qu'il ne faut pas minimiser en fait. On observe dans la littérature scientifique qu'il y a une corrélation dans les pays ou les régions où les collectivités sont plus petites, où il y a plus de compétition fiscale entre les territoires, mais il y a plus d'artificialisation. Et finalement, c'est pas étonnant. En fait, on s'étonne souvent qu'il y ait des zones, des collectivités un peu rurales qui fassent des zones d'activité surdimensionnées, alors qu'il n'y a pas tellement de besoins économiques. Mais finalement, c'est pas étonnant, parce que ces zones-là, elles n'ont pas énormément de leviers d'attractivité, à part le foncier. Donc évidemment, elles vont chercher à le mobiliser. Il faut se mettre à leur place aussi. Et moi, je suis persuadée que si on ne se préoccupe pas de cette question de la compétition territoriale, on ne pourra jamais résoudre le problème de l'artificialisation. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci Alice Colset de nous avoir d'abord décrit cette dynamique de croissance de l'artificialisation, malgré un léger ralentissement, disiez-vous, dans les années 2000. Merci d'avoir mis en lumière le fait que cette croissance était totalement décorrélée de la croissance économique et de la croissance démographique même, de nous avoir dit que un quart, voire même un tiers des consommations foncières étaient le fait des zones d'activité et que même si la doctrine était en train d'évoluer sur le sujet, les pressions, le système et la pression des acteurs étaient nettement en faveur
d'une poursuite de la croissance des consommations de foncier. Voilà pour ce qu'Alice Colset avait à nous décrire à l'échelle nationale. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de l'échelle locale, et nous allons le faire avec Pascale Poupineau, qui est la directrice de l'agence d'urbanisme Oise-les-Vallées. Elle couvre une quinzaine d'intercommunalités et des villes comme notamment Compiègne et Beauvais. 400 000 habitants sur ce territoire qui, pour le coup, subit des pressions foncières, pressions des activités économiques, la logistique en particulier, pour nous décrire la situation sur le territoire qui nous accueille aujourd'hui. Pascale Poupineau, nous vous écoutons. Merci. Donc, me revient le rôle de vous présenter en quelques diapos la situation locale et régionale. On va commencer par tout simplement une première carte, puisque vous savez que dans une agence d'urbanisme, on manie beaucoup les cartes et on s'exprime beaucoup à travers les cartes. Donc la première diapo, évidemment, les locaux ne vaut rien à prendre, mais c'est pour les personnes qui sont venues de plus loin, Ah, c'est moi qui officie. Voilà. Alors, donc la première carte pour vous présenter notre beau territoire, puisque aussi bien le territoire régional des Hauts-de-France que le territoire départemental de l'Oise sont des territoires particulièrement intéressants en aménagement et en urbanisme. Donc, pour vous rappeler que le département de l'Oise se situe dans la région des Hauts-de-France, anciennement donc Picardie, que ce département comporte 825 000 habitants qui sont répartis donc dans 21 intercommunalités, que c'est un département à la fois industriel, agricole et on va dire aussi périurbain, on y reviendra tout à l'heure, que c'est un département qui n'a pas de grosse métropole ou que la grosse métropole la plus proche s'appelle Paris et l'Île-de-France, mais que ce département possède donc ou est constitué de 3 agglomérations moyennes qui sont donc Beauvais, Creil et Compiègne, mais qu'il y a dans ce département des habitants et des emplois partout, ce qui fait une caractéristique importante de ce département qui peut évidemment avoir des conséquences sur le foncier. Ce département, comme cette région, donc, est traversé par des axes majeurs à la fois routiers, et vous avez tous utilisé l'autoroute A1 qui traverse ce département, mais également l'autoroute A16 et peut-être une voie qu'on utilise peut-être un peu moins, mais qui est particulièrement importante, qui est la RN 31 entre Rouen et Reims, et qui est donc, contrairement aux circulations qui sont plutôt nord-sud, là on est sur de la circulation qui est est-ouest ou ouest-est, puisque ça se pratique dans les deux sens. Mais il y a aussi des axes ferrés qui sont particulièrement importants, et vous avez sûrement tous pris le TGV pour aller à Lille, et donc vous avez traversé le département. Et troisième point qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les départements, c'est aussi un axe fluvial important et qui va le devenir encore plus, puisque vous avez tous entendu parler de la liaison fluviale Seine-Escaut, donc qui doit relier, comme son nom l'indique, la Seine à l'Escaut. Et pour le département de l'Oise, c'est à la fois le projet du canal Seine-Nord-Europe et la mise... Alors le canal Seine-Nord-Europe, pour faire simple, il ira de Compiègne à Cambrai, ou inversement, et puis la mise à gabarit européen de l'Oise, qui est là, le creusement de l'Oise, entre donc la confluence entre Creil et Compiègne, mais la confluence à... Ah ben j'ai perdu la ville de... Aidez-moi, la confluence Seine-Oise. Conflans-Sainte-Honorine, voilà. Entre Conflans-Sainte-Honorine et Creil, le creusement de l'Oise a déjà été réalisé. Voilà pour la présentation du territoire.
Donc, pour vous donner quelques chiffres et compléter ou localiser ou préciser les chiffres et les évolutions données par Alice, on a essayé de regarder le nombre de locaux d'activité. Alors, on a utilisé nous aussi les fichiers fonciers. Et on a regardé le nombre de locaux d'activité. Donc, ce qui est en bleu, c'est la période 2000-2010, et ce qui est en rouge, c'est la période plus récente, 2010-2017. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même période, mais c'est vrai qu'on voit se dessiner le V isarien, c'est-à-dire qu'effectivement le nombre de locaux d'activité est plus important à la fois dans les 3 agglomérations et puis dans le sud de l'Oise, puisque le sud de l'Oise est évidemment à proximité de Paris et de l'Île-de-France et de Roissy. Donc le sujet foncier et locaux d'activité est particulièrement important dans le département de l'Oise. On a essayé de regarder la part de la logistique. Alice l'a effectivement dit que la logistique est consommateur de foncier, que la logistique crée des emplois, mais une densité plus faible que pour d'autres activités économiques. Donc là, on a regardé la part des emplois et on s'aperçoit que donc les ronds rouges, aussi bien dans les 3 agglos et le sud de l'Oise, on retrouve toujours notre V et isarien, fait qu'il y a entre 4,5 ou plus de 4,5% des emplois qui sont consacrés, qui sont des emplois de logistique. Sachant qu'il y a logistique et logistique, les définitions sont toujours compliquées, mais c'est ce qui nous est apparu le plus simple d'avoir de regarder cette part de logistique dans le nombre d'emplois total. Donc on en vient à notre sujet, et donc pour le département de l'Oise, on a regardé les surfaces consommées entre 2000 et 2017. Donc, et on a essayé d'y regarder à la fois pour l'habitat, l'activité, et puis le reste. Et quand on regarde d'un peu plus près, c'est vrai que ce qui est le reste, et quand ça prend de l'importance, c'est souvent quand il y a des projets d'infrastructure ou de la réalisation d'infrastructures. Donc, les conclusions à l'échelle du département, c'est qu'entre 2000 et 2017, il y a eu 4700 hectares de consommés, ce qui fait grosso modo 275 hectares par an, répartis en habitat en 2700 hectares, soit 160 hectares par an. Mais vous voyez sur la carte que c'est donc réparti dans tout le département. Et en activité, qui est donc notre sujet, 1700 hectares, soit 100 hectares par an, qui sont là, si la carte n'est pas très grande, mais on va la voir un peu plus loin, répartis évidemment dans les 3 agglomérations, la partie sud de l'Oise et à proximité des axes de transport majeurs. Ce n'est pas complètement une surprise, mais ça se confirme bien sur un temps long qui est donc 2000-2017. Et puis on a voulu quand même regarder s'il y avait une évolution constante dans les 2 périodes. Donc on a fait 2 cartes distinctes pour les surfaces consommées entre 2000 et 2010, et donc c'est la carte de gauche, et entre 2010 et 2017, qui est donc la carte de droite. Et c'est là où donc on reprend notre total de 4700 hectares, et où on s'aperçoit qu'entre 2000 et 2010, on a eu 3200 hectares de consommés, et entre 2000 et 2010 et 2017, 1500 hectares. Alors, évidemment, il y a eu la crise. Évidemment, néanmoins,
Je pense qu'on peut voir à travers ces chiffres que, effectivement, dans l'Oise, on consomme et on artificialise des terrains. Néanmoins, j'aurais tendance à dire qu'on va quand même dans le bon sens, puisque on divise grosso modo par deux cette artificialisation pour arriver donc à 1500 hectares dans la dernière période. Donc j'aurais tendance à dire qu'on va quand même dans le bon sens, qu'il y a une prise de conscience, on va dire malgré la crise, il y a quand même une prise de conscience que le foncier est une valeur importante à préserver et qu'il faut économiser ce foncier pour moins artificialiser le sol. Si on fait la différence entre l'habitat, l'activité et autres, on a sensiblement les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'on a 1900 hectares qui ont été artificialisés dans la période 2000-2010, puis 800 hectares dans la période plus récente 2010-2017. Et pour les activités, 1700 hectares, ça correspond donc à 1100 hectares et 600 hectares. Donc là aussi, on va dans le bon sens à l'échelle du département de l'Oise. Autre sujet, on a commencé à regarder les zones à l'intérieur des zones d'activité. Là, on est sur une période un peu différente, puisque on a regardé à partir de 92. Donc, dans les camemberts, la partie bleue, c'est donc ce qui est consommé dans les zones d'activité économique en 92. Vous avez période par période cette accentuation de consommation, cette consommation dans les zones d'activité qui existent. Et je pense que ce qui est intéressant à regarder, c'est à la fois de comparer la part du camembert jaune, qui est donc ce qui a été consommé entre 2010 et 2017, et la part du camembert qui est en rouge et qui est la surface restante. Donc globalement, à peu près dans tous les EPCI, il y a autant de disponibles. Alors le terme peut être aussi difficile à interpréter, mais globalement, il reste autant de surface à consommer dans les espaces économiques que ce qui a été consommé dans la période 2010-2017. Dernière information locale, c'est la part des locaux vacants dans les zones d'activité économique. Donc, même chose, vous avez en rouge les stocks de locaux vacants de plus de 5 ans et en bleu les stocks de locaux vacants de 2 à 5 ans. Donc vous voyez qu'il y a évidemment, et heureusement, que dans les zones d'activité économique, la majeure partie des locaux sont occupés. Néanmoins, EPCI par EPCI et zone d'activité économique par zone d'activité économique, on voit quand même que dans la plupart du territoire, il y a des locaux d'activité vacants et qui sont des locaux d'activité vacants de plus de 5 ans. Donc il faut y travailler plutôt qu'avant de consommer du foncier agricole. Et puis une dernière diapo et qui va faire la transition donc avec tous les sujets des tables rondes qui vont être débattus à la suite de mon intervention. C'est effectivement quelques enjeux que je soumets à votre sagacité. Donc optimiser les zones d'activité existantes, privilégier la logistique près des axes de transport et en particulier autour du canal Seine-Nord-Europe, valoriser les locaux vacants et les friches industrielles avant de créer de nouvelles zones. Et puis, et je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est vrai que dans l'Oise et dans les Hauts-de-France, on a en particulier des terres agricoles à haute valeur agronomique,
Donc il faudrait tendre à zéro artificialisation de terres à haute valeur agronomique. Et donc ça va être le sujet de ces différentes tables rondes pour voir comment fait-on. On va dans le bon sens, mais comment fait-on pour arriver à ces enjeux et construire une politique et une stratégie foncière? Merci. Merci Pascal Poupineau pour ces recommandations qui contribuent en effet au débat à suivre. Et merci de nous avoir dit que dans l'Oise, la situation est plutôt à l'inverse de la tendance nationale, puisque, disiez-vous, on artificialise moins dans les années 2010 que dans les années 2000. C'est vrai pour le logement, c'est vrai aussi pour les activités économiques. Pascal Poupineau, la directrice de l'agence d'urbanisme Oise-les-Vallées.